Les affaires publiques n'ont plus de secret pour lui. Les vrais enjeux. Les vraies questions. Qu'est-ce qui s'est passé? Moi, je pense que c'est banal parce qu'on a confondu des affaires qui ne devraient être jamais confondues. Surtout, l'idée de se préoccuper de ce qui est fait et bien fait. Stéphane Bureau. Stéphane? Salut. Tu as une liste de sujets sérieux à aborder, mais avant tout, avant tout, tu viens de me rajouter, et ça m'intéresse au plus haut point, puis je pense qu'il faut en parler, tout ce qui s'est passé dans le premier banc d'église. Moi, j'ai grandi dans un village, là, on check ce qui se passe dans les bancs d'église. Tu connais les codes? Et là, hier, c'était les présidents, les ex-présidents, leurs conjointes. Et sincèrement, les images ont roulé en boucle de toutes les interrelations, des mains serrées, pas serrées, qui regarde qui, avec quelle face. Et qui était absent ou présent, parce qu'il faut voir que Mme Obama n'était pas là, peut-être parce qu'elle était condamnée à être à côté de M. Trump et qu'elle a choisi de ne pas laisser à la postérité une photo d'elle côte à côte avec Donald Trump. Le buffer, le trait d'union, ça a été le président Obama, qui d'ailleurs n'a pas serré la main de M. Trump lorsqu'il est arrivé. Peut-être que ça avait été fait précédemment en coulisses, je ne peux pas vous le dire. Mais ils ont placoté, ils ont même ri ensemble. Ils ont beaucoup ri ensemble. Donc, deux adversaires politique, parce que M. Obama a fait campagne très virulemment contre Donald Trump en 2024, comme il l'avait fait en 2016 pour Mme Clinton, quelqu'un qui n'est pas du tout sur la même longueur d'onde politique, mais qui pourtant était là. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, dans le méta, dans le body language ou la sémiologie, si on doit analyser les signes, il y a beaucoup de choses qui se sont dites hier avant que ne commencent les célébrations en l'honneur de Jimmy Carter à la cathédrale nationale à Washington. Par exemple, Jill Biden, qui battait froid Kamala Harris. Difficile de masquer qu'il y avait un congère entre les deux. C'était choisis ta banquise, l'Antarctique ou l'Arctique, mais ces deux femmes-là s'aiment pas beaucoup. Et probablement, ça dit quelque chose des rapports entre les deux équipes, Biden et Harris. C'est mais de ça, voir je pense que c'est devenu une notoriété publique, là. Biden a redit cette semaine, Stéphane, peut-être qu'on peut trouver ça drôle, mais il a redit là, que si lui avait été là, il aurait battu Donald Trump. Battu. Donc lui, il se considère avoir été tassé par Kamala Harris, là. Alors, tu dis c'est de notoriété publique. Ce qui ne l'était pas, c'était la démonstration. Et là, on l'a senti. Le club des ex, le club très sélect des ex-présidents, ils étaient réunis. Donc, c'est pour la famille politique américaine quelque chose de rassurant. Ils peuvent encore être ensemble et assis. Mais il y avait une distance énorme entre les personnages. Le détour dans la chorégraphie qu'ont fait les Clinton pour ne pas passer devant M. Trump et sa femme, à aucun moment ils ne se sont salués. George Bush, qui théoriquement devrait avoir plus d'atomes crochus avec le président Trump, est passé, a donné un petit coup complice dans le ventre de M. Obama, mais n'a pas salué Donald Trump. Toutes sortes donc de signaux assez clairs sur l'état des relations entre ces gens qui ont exercé le pouvoir au plus haut niveau. Et la conjointe de Mike Pence ne serre plus la main de Donald Trump non plus. Elle ne s'est pas levée, elle n'a pas serré la main. M. Pence a-t-il été piégé? Il ne s'était probablement pas beaucoup revu depuis janvier 2021, Pence et Trump. Ce sont aujourd'hui, disons-le, des ennemis politiques. L'ancien vice-président de M. Trump, qui a plusieurs fois pendant la dernière campagne montré son insatisfaction à l'endroit de son ancien patron et plutôt recommandé aux électeurs de choisir autre chose. M. Trump est rentré, il a tendu la main, Pence a été obligé de la serrer. Ça faisait des images formidables et ça dit quelque chose de l'état des lieux en politique. Des fois, il faut s'arrêter aux détails pour comprendre ce qui se passe. Bon, décision de la Cour suprême hier soir, donc de ne pas empêcher ce prononcé de sentence à l'endroit de Donald Trump. Donc, ça va se faire tel que prévu ce matin vers les 9h30. Oui, M. Trump qui était soucieux d'éviter cette tache sur son blason, qui n'est pas tout à fait immaculée par ailleurs, M. Trump. Des fois, je me pose la question, est-ce qu'il pense encore qu'il peut retrouver une certaine virginité devant l'opinion publique américaine? Et j'emploie l'expression ou le mot sciemment. Je pense que dans sa tête, peut-être, évidemment, les Américains ont choisi de voter pour lui malgré un certain nombre de choses. Il a mené le combat jusqu'en Cour suprême.
pour faire en sorte que soit jamais prononcée cette sentence dans une décision partagée. Parce qu'il a été condamné par un jury. Donc, c'est vraiment, est-ce qu'on reconnu donne une coupable. sentence, oui, reconnu coupable, mais est-ce que on donne la sentence ou on la donne pas? Sentence qui sera de toute façon symbolique. On s'entend qu'il n'y a pas de prison. On est tout à fait d'accord. Et ça a eu un impact d'ailleurs de savoir qu'il n'y aurait pas de prison dans la décision de la Cour suprême qui a dit qu'il n'y a franchement aucun risque, ça ne changera rien, mais la justice doit aller jusqu'au bout. Le cours de la justice ne doit pas être arrêté, donc il y a une sentence qui sera prononcée. Ça fera que nous aurons à la Maison-Blanche, le 20 janvier, quelqu'un qui aura été reconnu coupable et qui aura eu une sentence qui lui sera présentée. Encore une fois, ce il qui y fait dire à ses ennemis, ses ennemis disaient hier soir après la décision, on aura bel et bien un criminel à la Maison-Blanche pour la première fois de l'histoire du pays. Ça fait des mois qu'on se réjouit de ce potentiel libellé. Monsieur Trump, hier, mi-figue, mi-raisin, a dit c'est pas un mauvais jugement. De toute façon, il confirme que je pourrais encore aller en appel, parce que c'est ce que dit aussi la Cour suprême, c'est que les recours en appel existe. Donc, il pourrait être innocenté plus tard. Donc, la sentence, faut voir, parce qu'elle serait suspendue si l'appel est entendu. Donc, c'est encore possible. Mais ce que ça dit surtout, et c'est là que c'est intéressant, parce qu'on dit depuis quelques semaines déjà que M. Trump a le contrôle du Congrès, de la Maison-Blanche et de la Cour suprême. Or, une des juges qu'il a nommées, Amy Coney Barrett, fait partie de ceux qui se sont prononcés favorablement à l'idée que la sentence soit entendue. Et c'est donc, et ça fait plusieurs fois que Mme Coney Barrett juge là où on ne l'attend pas, souvent près du juge Roberts qui dirige la Cour suprême. Donc, cette idée que c'est une voix des conservateurs univoque qui vote en bloc et que donc M. Trump peut compter là-dessus, elle est un peu galvaudée. Elle a appuyé dans 88 ou 90% des cas la majorité conservatrice, mais elle s'est fait remarquer dans certains jugements qu'on attendait par une décision surprenante. Donc, tous ceux qui disent qu'il a tous les leviers, ils pourraient être surpris. Et puisqu'on parle de M. Trump, il est allé d'une déclaration hier qui apparaît évidemment vue d'ici, vue d'un regard canadien ou québécois. On se dit, OK, on est en train de leur envoyer nos avions, de l'aide, des pompiers alors qu'ils sont en détresse en Californie, puis on le fait de bon cœur. Mais d'entendre Trump dire mot à mot, j'ai rien besoin du Canada, j'ai pas besoin du Canada, ça écorche. Ça écorche très certainement l'orgueil national, mais M. Trump est bon aussi à révéler. C'est une espèce de révélateur au sens photographique. Quand tu descendais ta vieille photo en argentique dans le dectol, dans le bassin, qu'on la voyait apparaître, c'est un révélateur de toutes sortes de choses, y compris, par exemple, qu'en matière de défense, c'est ce qu'il voulait souligner, je pense, un peu plus tôt cette semaine. On est très mal barré et on compte beaucoup sur les Américains. Et évidemment, les Américains n'envoient pas un petit tweet à chaque fois que cette défense s'étend au Canada, alors que le premier ministre Trudeau, et je le comprends dans les circonstances, c'était de bonne guerre, s'est fendu tout de suite d'une communication pour dire notre Canadair s'en va aider les gens de Los Angeles et des amis savent aider des amis. On est dans une bataille de relations publiques. Est-ce que l'arrivée d'un Canadair en renfort va changer l'opinion de M. Trump? J'en doute fort. Ce qu'il dit aussi, et c'est là que moi je suis un peu surpris, il dit je n'ai pas besoin du Canada. Or, moi, toutes les sources à qui j'ai parlé depuis plusieurs mois au sein de la diplomatie canadienne sont certaines d'une seule chose, c'est que les Américains sont très soucieux d'avoir un accès aux fameuses terres rares qui se trouvent au Canada et que particulièrement le département de la Défense, le Pentagone... Et au pétrole, non, parce qu'il y a de très près. Ouais, mais au pétrole aussi, parce qu'il a nommé le pétrole. On n'a pas besoin du pétrole canadien. Ça m'est apparu gros, là. C'est faux. C'est faux pour l'instant. Puis je veux dire, s'il y avait des démocrates pour lui tenir tête, présentement, ils sont à terre, mais je veux dire, tu veux quoi? Tu vas te retourner vers le pétrole saoudien, le pétrole vénézuélien? C'est qui? Tu vas aller vers du pétrole... tu vas aller où, là, tu sais, pour t'approvisionner vers des pays? Tu as une démocratie voisine de chez vous, une démocratie libérale, capitaliste, qui fait du commerce normal. Quoi, tu vas renoncer à ce pétrole-là pour aller l'acheter au Venezuela? Tu sais, c'est débile, là. Mario, je pense que si tu veux prendre ta retraite en Alberta, ils vont bien s'occuper de toi. C'est évident. Non, mais c'est évident. C'est évident que nous avons une énergie abondante. D'ailleurs, une grande partie du déficit commercial qui est favorable au Canada, c'est du pétrole non raffiné qu'on envoie aux États-Unis, parce qu'au Canada, évidemment, comme on a les mains propres, on fait de l'extraction, mais on ne raffine pas chez nous. Donc, on envoie ça aux États-Unis. C'est une partie de la chaîne de production qui échappe au Canada, et c'est en
c'est pour beaucoup aujourd'hui que la balance commerciale est favorable au Canada parce qu'on envoie beaucoup de pétrole qui est raffiné aux États-Unis. Et ça, il dit qu'il n'y en a pas besoin, mais c'est absolument faux. Même avec ses intentions de driller, quand il dit drill, baby drill, avant que ça puisse changer quelque chose à la balance énergétique aux États-Unis, il aura encore besoin des ressources canadiennes. Donc, ça participe de la mécanique du personnage et c'est dans la mécanique de la négociation. C'est de créer de la division, de créer de l'insécurité et d'imposer toujours, par une certaine forme d'intimidation, la peur. Il faut voir si on a peur ou non. À ce jour, M. Trudeau a consacré beaucoup d'énergie à dire qu'il était fort et lui pas intimidé. Est-ce qu'ils vont aller dans le ring? Voilà la question. Est-ce qu'ils vont se battre? Merci. Merci Stéphane. Bonne fin de semaine. Salut.